Pour définir ce qui constitue un effet pervers en économie circulaire, c'est donc un effet inattendu qui amène à nuire à l'objectif qui était initialement visé. Ainsi, le résultat finalement obtenu est moins bon que ce qui avait été initialement prévu. Alors, dans le cas de la mise en œuvre d'une stratégie d'économie circulaire, quel est l'objectif visé ? L'objectif est-il uniquement de préserver les ressources naturelles ? Ou bien les objectifs sont-ils multiples, comme par exemple favoriser croissance économique, bien-être social et diminuer les impacts sur le changement climatique ? Enfin, de quel type d'effet pervers peut-il s'agir ? Il peut s'agir d'une augmentation imprévue de la consommation de la même ressource, ou d'une autre ressource, ou à une autre étape du cycle de vie. Il peut aussi bien s'agir de l'utilisation de procédés plus polluants, ou entraînant la dégradation de la santé d'une communauté de personnes, d'un écosystème, ou bien même en creusant des inégalités sociales. Le constat des effets pervers n'est pas nouveau. En 1865, William Stanley Jevons, un économiste britannique, théorise un cas particulier d'effet pervers, l'effet rebond. Ce dernier observe que l'amélioration de l'efficacité de la machine à vapeur induit une augmentation, et non, contrairement à ce qui était attendu, une diminution, de la consommation de charbon en Grande-Bretagne. L'effet rebond se définit ainsi par l'augmentation de la demande en réponse à l'amélioration de l'efficacité d'un produit ou d'un service. 4 grands types d'effets rebond peuvent être définis selon le niveau économique concerné et la chaîne de cause à effet impliquée, laquelle dépend, entre autres facteurs, du choix de réallocation des économies en ressources par les agents économiques. L'effet rebond est qualifié de direct lorsque l'économie en ressources permise par le gain d'efficacité du produit ou du service est réallouée à l'utilisation de plus de ce même produit ou service. Il est par contre qualifié d'indirect si l'économie en ressources est allouée à d'autres produits ou services que celui ayant subi une amélioration d'efficacité. L'effet rebond concerne le niveau microéconomique s'il intervient au niveau de la consommation des ménages et le niveau macroéconomique s'il intervient au niveau de l'organisation de la production. Le paradoxe de Jevons est un exemple d'effet rebond direct au niveau macroéconomique. Un exemple d'effet rebond direct au niveau microéconomique est l'utilisation plus fréquente d'appareils ménagers plus efficaces. La réallocation des économies permises par la réduction du gaspillage alimentaire à l'achat d'autres biens de consommation peut être un exemple d'effet rebond indirect au niveau microéconomique. Enfin, un exemple d'effet rebond indirect macroéconomique serait l'amélioration de l'efficacité de la production grâce aux technologies de l'information et la réallocation des économies dans d'autres activités qui y sont associées. Une étude de 2018 sur la vente d'iPhone 6 de seconde main aux États-Unis a démontré que dans cet exemple concret de l'application des principes de l'économie circulaire, avec la stratégie de réemploi-réutilisation, des effets rebonds directs et indirects microéconomiques pouvaient apparaître. Les principaux résultats de l'étude montrent que les iPhones de seconde main ne se substituent pas parfaitement aux iPhone 9. En effet, certains consommateurs utilisent l'iPhone 9 comme téléphone principal et l'iPhone de seconde main comme un téléphone secondaire. Il s'agit donc d'un équipement supplémentaire qui est acquis, au lieu de permettre de remplacer l'achat d'un produit neuf par un produit usagé ou reconditionné. Par ailleurs, les économies faites à l'achat d'un téléphone de seconde main peuvent être réallouées à l'acquisition d'autres produits et services, ce qui diminue les avantages de la réutilisation en termes de consommation de ressources. Ainsi, en moyenne, 30% des émissions de gaz à effet de serre évitées par la réutilisation sont annulées par l'effet rebond indirect. Pour permettre d'éviter que des effets pervers surviennent lors de la mise en œuvre de stratégies d'économie circulaire, il est donc essentiel de mettre en œuvre une approche globale de la solution proposée. L'analyse de cycle de vie permet de bien comprendre les effets environnementaux ou sociaux à chaque étape du cycle de vie d'un bien ou d'un service, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie. Et elle permet ainsi d'obtenir un portrait des potentiels effets pervers. Enfin, la définition d'indicateurs de mesure précis liés à la mise en œuvre de solutions circulaires permet d'avoir un portrait plus clair des éventuels effets pervers et de réorienter les actions aux besoins.